Bonjour. Comme vous le savez sûrement, l'Institut des Libertés a noué des partenariats avec un certain nombre de médias. Et le dernier média avec lequel l'Institut des Libertés a décidé de travailler, c'est Transition et Énergie, un média dont je suis le rédacteur en chef, qui est un média récent, qui existe depuis 1 an et demi, qui existe à la fois sous une forme numérique, un site internet, transitionenergie.com, qui publie des articles tous les jours, et une revue trimestrielle, un peu plus ambitieuse encore, qui veut un peu aller au fond du sujet. Transition Énergie, comme son nom l'indique, est un média dont la vocation est de parler de la transition énergétique, de rentrer dans les problématiques de la transition énergétique, mais de le faire, on va dire, avec une volonté d'aller au fond des sujets, d'aller au fond des choses, et de ne pas en rester à l'écume, qui est malheureusement souvent dans cette question ce qu'on voit le plus. C'est-à-dire que, pour être clair, nous ne sommes pas militants, nous ne sommes pas des idéologues, nous refusons le simplisme et nous considérons que la transition énergétique est une question trop sérieuse pour être confiée seulement aux militants, voire même aux politiques qui ont plus des soucis électoraux ou des soucis d'image que des soucis de la mener à bien et de la mener sérieusement. Donc, comme je disais auparavant, nous publions une revue trimestrielle et l'objet de l'émission que vous regardez aujourd'hui est de présenter le dernier numéro de cette revue trimestrielle, qui est dans les kiosques depuis quelques jours, qui est intitulé « La ruée vers l'or vert ». Et les problématiques que nous abordons plus particulièrement dans cette revue, nous en couvrons un grand nombre, et en tout cas dans ce dernier numéro, sont des problématiques liées au plan de relance du gouvernement de l'économie qui consacre 30 milliards sur 100 à la transition, et également aux questions de finances vertes, c'est-à-dire, si on élargit un peu, de mobilisation de l'investissement privé, et on peut même dire des entreprises privées et des industriels privés, pour participer à cette transition et pour la réussir. Pour m'accompagner dans la présentation de ce numéro, j'ai la chance d'avoir avec moi deux, on va dire, de nos plus éminents chroniqueurs, qui chroniquent et qui écrivent pour Transition et Énergie depuis le début, qui sont un éminent industriel, Loïc Le Floch-Prigent, et un éminent universitaire, Bertrand Alliot, tous les deux qui maîtrisent parfaitement les questions d'énergie, les questions de transition et les questions d'environnement, et qui sont un bon reflet de ce qu'est Transition et Énergie, c'est-à-dire que Transition et Énergie veut aborder ces questions avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Ils n'ont pas forcément les mêmes opinions, mais c'est pas très grave. En revanche, ils argumentent et ils expliquent que le simplisme ne nous permettra jamais de régler nos problèmes. Et pour incarner le simplisme, c'est considérer qu'il suffit d'installer des éoliennes, des panneaux solaires et d'acheter des voitures électriques pour faire la transition. Ça ne marchera jamais et ce n'est pas du tout la solution. Pour en revenir au numéro qu'on veut vous inciter, et vous inciter fortement à acheter, on va rentrer dans cette problématique qui est celle du plan de relance présenté par le gouvernement et on va dire de ses chances de succès ou comment peut-il réussir et comment peut-il finalement convaincre des investisseurs privés et des industriels privés de participer à cette impulsion donnée par le gouvernement. Je voudrais d'abord avoir l'opinion de Loïc Le Floch-Prigent, puisque dans votre carrière, dans votre longue carrière, vous êtes un industriel, vous avez été un industriel de l'énergie, et vous avez d'ailleurs écrit une chronique dans ce dernier numéro qui a une opinion assez forte, on va dire, sur le plan de relance du gouvernement. Et si je résume votre opinion, c'est vous considérez que finalement, malheureusement, dans ces 30 milliards consacrés à la transition énergétique, il n'y a pas de stratégie, il y a juste une espèce de saupoudrage. Pensez-vous, par exemple, que avec l'entrée, on va dire, de la France dans la filière de l'hydrogène vert, c'est pas quand même une stratégie qui se dessine? Je pense que les problèmes de l'industrie de l'énergie française ne sont pas ceux qui sont actuellement développés par la politique gouvernementale. C'est-à-dire que le sujet réel, c'est de savoir ce qui peut marcher et ce qui ne peut ne pas marcher. Et aujourd'hui, nous avons une politique nucléaire qui fait 75% de l'énergie dépensée. De l'électricité. Et l'électricité. Et ces 75% ont été de façon parfaitement arbitraire considérés comme trop importants, il fallait les réduire à 50. Premier
première idéologie stupide, non argumentée et mortifère. Si je peux me permettre, il faut ajouter que l'électricité nucléaire est la plus décarbonée. C'est-à-dire que si on est dans une logique de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire rentre parfaitement dans les purs. C'est ça. Il y a deux énergies qui rentrent, c'est l'énergie nucléaire et l'énergie hydraulique. Toutes les autres sont des énergies qui ne répondent pas aux soucis. Donc si jamais on parle aujourd'hui de verdeur, eh bien on pense au nucléaire et à l'hydraulique. Alors ensuite, la notion de vert intervient, et c'est là que le drame des mots et de la nécessité de mettre derrière des mots des réalités. Donc comme on est en déni de réalité, on annonce que ce qui est vert, c'est ce qui est éolien, c'est ce qui est électrique, voiture électrique, et comme vous l'avez dit, et solaire, panneaux photovoltaïques. Bon. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que si on annonce la verdeur comme non polluant, par exemple en ville, il est clair que le véhicule électrique est moins polluant en ville que le véhicule thermique. Ça, c'est vrai. Il n'y a rien qui sort de son pot d'échappement. Il n'y a rien qui va. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de pot d'échappement. Mais il y a d'autres solutions pour qu'il n'y ait rien qui sorte. C'est-à-dire que le véhicule est hydrogène. Il est aussi non polluant. Il est aussi électrique, mais l'électricité n'est pas dans des batteries, elle est fabriquée par une pile à combustible. Absolument. Et donc, le problème, c'est que derrière cette notion de verdeur, on met tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que on met des choses qui sont non polluantes et on met des choses qui sont bonnes pour le climat, en considérant que ce qui est bon pour le climat, quand c'est pas carboné. En fait, les gaz à effet de serre ne sont pas seulement le gaz carbonique, mais également les peroxydes d'azote et le méthane. Donc il faudra avoir une vue plus large. Mais c'est tellement simpliste, et on revient à la simplicité, oui ou non, etc., que est vert ce qui est décarboné. Alors si vert c'est décarboné, c'est le nucléaire qu'il faut prendre. Non, c'est parce que le nucléaire, c'est pas bien. Idéologie. Donc le problème, c'est l'ambiguïté permanente du propos. Est-ce que c'est pas l'absence de stratégie? C'est-à-dire que quand on regarde, pour en revenir au plan de relance du gouvernement et des 30 milliards consacrés à la transition, en dehors de l'hydrogène qui est la nouveauté, on met un peu d'argent dans l'éolien, on met un peu d'argent dans le solaire, on met un peu d'argent dans la rénovation thermique des bâtiments, etc. Donc on saupoudre en espérant finalement que cette espèce d'arrosage un peu général des technologies qui permettent plus ou moins de se passer, enfin d'économiser de l'énergie ou de se passer en partie des énergies fossiles, porteront leurs fruits. Mais il n'y a pas de stratégie déterminée. On sait déjà que ça ne marche pas. Donc il ne s'agit pas d'avoir une stratégie, on ignore la stratégie, et la seule chose, c'est qu'on essaie d'avoir un électorat. Donc on n'est pas du tout dans le sujet tel que nous pouvons le voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie et on ne cherche pas à avoir une stratégie. On cherche à convaincre un électorat qu'on fait le bien. Et alors cet électorat qui fait le bien, de temps en temps il a envie d'électrique, de temps en temps il avait de méthanisation, etc. Et par conséquent on saupoudre pour conserver son électorat. Mais ce n'est pas une stratégie. Alors la stratégie industrielle, qu'est-ce qu'elle pourrait être ? C'est d'abord de définir ce qu'on veut. C'est-à-dire que je dis souvent aux étudiants chez qui je vais, c'est un objectif difficile à atteindre et celui de ne pas en avoir. C'est très difficile. Et donc là, comme on n'a pas d'objectif, on ne peut pas l'atteindre. C'est clair, parce qu'il n'y a pas de raison. On a un objectif général, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais même pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux. Si je n'ai pas ce que je veux, il est clair que la seule solution, c'est de saupoudrer. Et le saupoudrage permet de réaliser ce que je veux. Ce que je veux, c'est avoir des électeurs. C'est d'avoir des bons articles dans la presse. Alors, est-ce que vous avez bien fait pour le solaire? Oui. Ah, très bien. Ah, alors tous les gens qui sont pour le solaire disent on a bien fait. Est-ce que vous avez mis un peu d'argent sur l'éolienne? Oui. Alors, magnifique. Et on voit bien ces saupoudrages qui interviennent. Et donc, dans ce saupoudrage, il y a une énormité, de mon point de vue, qui est l'éolien et l'éolien en mer sur les premiers kilomètres. C'est-à-dire que moi, en tant qu'ancien pétrolier, je sais que le forage sur la première partie du rivage, c'est-à-dire les 15 ou 16 premiers kilomètres, c'est une chose abominable. Donc, soit... C'est une chose abominable pour l'environnement. Pour l'environnement. Soit on va très loin
et on fore et on prend des précautions, soit on fore à partir de la terre, puis on passe en forage horizontal ou en forage dévié pour atteindre les 5 premiers kilomètres. Donc, forer en mer, c'est une horreur écologique, c'est une horreur. Bon. Eh bien, vous avez depuis maintenant plusieurs années, mais surtout les derniers mois, il faut absolument valoriser la mer. Et pour valoriser la mer, il faut faire des éoliennes en mer, et il faut faire 150 parcs d'éoliennes dans toutes les mers sur les 16 premiers kilomètres de la côte, de la côte française. Vous vous rendez compte? C'est ça le projet. C'est pas un objectif, ça c'est convaincre d'une part des financiers que c'est un bon investissement, puisqu'on ils vont recevoir 12 à 13% de rentabilité sur l'investissement par an. Et puis, c'est convaincre des bénets qui sont là, qui voient des hélices tourner, qui sont dans les villes. Oh, ils sont contents, ils sortent de chez eux, ils voient des hélices tourner. Ah, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Donc, on confond vert, propre, non carboné, on confond tout, et on n'a aucun objectif. Le seul objectif, c'est d'avoir des électeurs. Et donc, c'est ça que je fustige à l'intérieur de notre... Donc, dans le plan de relance, moi je ne vois pas de relance. Je ne vois pas de relance. Et donc, j'ai dit dans cet article que j'espère vos lecteurs vont se précipiter pour acheter. Pour le lire. Je dis, mais de quoi on parle? Il n'y a pas de relance dans l'affaire. Une relance, c'est quoi? Alors, en termes keynésiens, en principe, c'est une relance par la consommation. Et il est rare que on est dans une politique de l'offre. On essaye de relancer. Que la demande par l'offre soit bonne, si jamais elle ne correspond pas à une consommation. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'offre. Elle correspond forcément à une consommation, puisqu'on va forcer les choses. Oui. Vous parliez des éoliennes. Les éoliennes ont un accès privilégié au réseau électrique. Oui. Ça veut dire que quand elles produisent, qu'elles soient en mer ou qu'elles soient sur terre, elles vendent leur électricité. Oui, mais pendant le même temps, on a tellement peur... Le problème, c'est que le consommateur va payer plus cher. Le consommateur va payer plus cher, mais on a tellement peur que les éoliennes ne marchent que de façon intermittente et qu'on n'a pas résolu le problème de l'intermittence, que pendant le même temps, on dépense des tonneaux d'argent pour faire en sorte que les gens dépensent moins d'électricité, et c'est la fameuse demande aux industriels de ne pas utiliser l'électricité dans les moments où il y a des difficultés de production. Donc l'argent de la relance va servir à faire en sorte qu'on puisse attendre un jour peut-être des éoliennes qui puissent faire de l'électricité et servir le public. On essaie d'éviter ça en demandant aux industriels, est-ce que vous pourriez, si vous voulez, ne pas utiliser l'électricité, parce que comme ça, on sera moins en danger. Et ça, avec des multiplicateurs par rapport au mégawattheure, c'est-à-dire qu'on est à 32-35 euros du mégawattheure nucléaire. On est dans les éoliennes, dans celles que je fustige, qui sont celles du Cap Fréhel, on est à 155 plus 20, 175. Et lorsque vous avez une capacité d'arrêter votre production, alors là, on vous met entre 5 000 et 8 000 euros du mégawattheure. Donc c'est quand même considérable. Donc on fait des bêtises pour des raisons électorales, et il n'y a pas de substrat technique, il n'y a pas de substrat économique, et il n'y a pas de substrat politique à cette affaire. On est dans l'horreur absolue. Je vais passer un peu la parole. C'est ce que j'ai expliqué sur le plan de relance. Le plan de relance ne relance rien. Je vais un peu passer la parole à Bertrand Alliot. Bien sûr. Vous avez dit, on confond tout, on mélange tout, c'est-à-dire qu'on mélange l'écologie, le vert, la transition, le propre, qui sont des choses différentes. C'est-à-dire les émissions de gaz polluants dans les villes, les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas la même chose. Le CO2 n'est pas un polluant en tant que tel. Je veux dire, il est même nécessaire à la vie. Donc, vous avez expliqué qu'on mélange tout. Et Bertrand, vous qui avez travaillé sur ces questions-là, on mélange tout à dessein ou on mélange tout? Je parle de nos dirigeants, des gens qui prennent finalement des décisions dans le domaine de la transition. Ils le font à dessein ou ils le font parce que finalement ils ne connaissent pas les sujets, ils ne vont pas au fond des sujets, et finalement ils sont un peu leurrés par on va dire, une idéologie dominante un peu simpliste
pour laquelle il y a le bien et le mal, ce dont on parlait aussi tout à l'heure. Votre interprétation, c'est à dessein ou c'est parce que finalement, ils ne savent pas ce qu'ils font? Je pense qu'ils savent pas trop effectivement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on est un peu perdu parce qu'on mélange toutes les thématiques en fait, et notamment la thématique environnementale et la thématique économique ou énergétique. C'est-à-dire que le but d'une transition énergétique, ça devrait être de remplacer certaines énergies qui vont se raréfier, on peut dire ça comme ça, pour le remplacer par d'autres énergies. La thématique, c'est de l'énergie. Comment on soutient notre niveau de vie avec de l'énergie. Mais en fait, se greffe sur cet objectif, qui est uniquement économique et énergétique, tout ça est perturbé par un élément qui vient considéré comme environnemental, qui est le changement climatique. Et donc, on veut absolument... l'objectif de la politique énergétique n'est pas de remplacer des énergies par d'autres, mais de lutter contre le CO2. Ça devient la priorité, si vous voulez. Et donc, on a un objectif économique perturbé par l'environnemental. Comme aujourd'hui, je pense, dans la crise du Covid, en fait. On met en priorité la santé publique, si vous voulez, au détriment de l'économie, d'une certaine manière. Mais on bouscule, on improvise, on dérègle des situations qui devraient pas être celles-là. Le politique a repris en fait le primat par rapport à l'économique. Donc, dans le Covid, c'est assez évident dans la manière dont la santé est prioritaire, évidemment, par rapport à l'économie. Et finalement, aussi dans la question de transition énergétique, puisque, sciemment, c'est là où j'en reviens à ma question, ou pas, finalement, on sait que la transition énergétique va consister en forçant à se débarrasser d'un certain nombre d'énergies fossiles, et même d'énergies qui ne sont pas fossiles et qui est le nucléaire. C'est là où il y a des vraies contradictions. À payer plus cher notre énergie, et donc, dans une certaine mesure, à s'appauvrir. Mais on considère que l'enjeu, qui est d'essayer de lutter contre le réchauffement climatique, ou en tout cas les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en vaut la chandelle. Alors, est-ce qu'on a ce raisonnement fait sciemment, ou on est plutôt dans l'électoralisme et l'air du temps, qui consiste à « il faut que je réussisse à montrer aux électeurs que je fais tout ce que je peux pour que, finalement, on émette moins de gaz à effet de serre ». Oui, c'est très difficile de répondre pourquoi on fait ça. Je pense que moi, mon hypothèse, c'est qu'on est dans une crise de mysticisme et que le politique est pris là-dedans et qu'il ne sait plus quoi faire, en fait. Mais on a, en fait, un enjeu qui est perturbé par l'enjeu climatique et en fait, qui est un enjeu extrêmement difficile à circonscrire. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les effets. On sait qu'il y a eu un réchauffement d'1,2 degré depuis un siècle, on va dire ça. Mais on ne connaît pas vraiment quelles sont les conséquences d'un réchauffement hypothétique dans l'avenir, les conséquences directes. On ne sait pas à quelle échéance de temps elles vont apparaître. Et pire que ça, on ne sait pas mesurer aujourd'hui quelles sont les conséquences des politiques mises en œuvre pour lutter contre les émissions de CO2. On est incapable de savoir, d'évaluer nos politiques. Et donc on met absolument des milliards d'euros sur la table pour se débarrasser des énergies fossiles, en tout cas en théorie, sans savoir à quoi ça sert, quels seront les impacts, etc. Et c'est pour ça que je dis que la politique énergétique est perturbée par un enjeu environnemental qui est mal compris, mal défini, et qui est même, je pense, impossible à comprendre et à circonscrire. On ne maîtrise pas le climat. Et aujourd'hui, on a des politiques complètement hallucinantes qui ont pour objectif de maîtriser le climat d'une certaine manière. L'objectif ne devrait jamais être celui-là. L'objectif devrait être comment je me débrouille pour avoir dans le futur une énergie bon marché, abondante, pour pouvoir soutenir mon développement. C'est la seule question qu'on doit se poser. Et qu'il n'y ait pas d'effets trop négatifs sur l'atmosphère, sur la santé des gens, sur la qualité de la vie. Oui, mais ce que je dis d'ailleurs sur l'article sur le ministère de l'Environnement, c'est que les politiques d'environnement accompagnent les politiques économiques. Elles essayent de parfaire les politiques économiques pour qu'elles deviennent plus vertueuses. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. Les politiques environnementales sont devenues l'alpha et l'oméga. Et donc, l'économie est à la traîne de l'environnement, d'une certaine manière. Comme dans le cadre du Covid. Et sous la contrainte de l'environnement, on peut dire ça comme ça. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un grand ministère qui est devenu celui de l'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le ministère de l'écologie qui s'occupe des affaires énergétiques et qui s'occupe du logement, qui s'occupe des transports. Mais c'est complètement aberrant. L'environnement doit accompagner, doit rendre plus vertueux tout ça, mais doit être qu'un facteur, c'est ce que je disais dans l'article, je l'appelle l'environnement, les politiques d'environnement, c'est la mouche du coche, c'est celui qui vient un peu embêter
celui qui a les rênes de l'État, d'une certaine manière, et qui vient essayer de le forcer à changer, d'évoluer pour prendre en compte ces facteurs environnementaux qu'on ne prend pas naturellement en compte. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. On a mis en priorité les politiques d'environnement et tout le reste vient se greffer autour. Et donc, c'est pour ça qu'on a une politique qui se désorganise complètement. Comme dans le cadre du Covid, où en fait, tout devient s'organiser par rapport à la politique de santé publique, même si il s'agit de sauver quelques dizaines de personnes quasiment. Peut-être un peu plus quand même. Peut-être un peu plus, mais en tout cas, on peut se demander si faire de la politique, c'est toujours faire un calcul coût-bénéfice. Aujourd'hui, le calcul coût-bénéfice sur le Covid et sur le... Exactement. Transition énergétique, il n'est pas fait. Dans le cadre du Covid. Je ne sais même pas si on peut le faire. Je voudrais revenir vers vous. Je voudrais rajouter deux minutes. Alors, je vous donne ma question. Le fait d'avoir confondu pollution et climat est quelque chose d'affreux. Oui, parce que dans l'opinion publique, c'est ça. Dans l'opinion publique, c'est la même chose. Et disons que les adjoints au maire sont des adjoints climatiques qui s'occupent de la pollution, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que le CO2 n'est pas un polluant. On revient, ça n'est pas un polluant. Contrairement aux particules fines, aux oxydes d'azote, par exemple, qui sont mauvais pour la santé quand ils sont dans l'atmosphère. C'est quelque chose que nous produisons là actuellement. Le CO2 n'est pas mauvais pour la santé. C'est un polluant. Et donc le fait de ne pas avoir fait cette distinction conduit aux trottinettes électriques avec des petits moteurs à explosion qui permettent de mettre l'électricité dedans parce que sur le réseau ça marche pas. Elles sont éventuellement chargées par... C'est-à-dire qu'on est dans la cacophonie. Non, le bilan carbone des trottinettes électriques est très mauvais. C'est affreux. Donc il faut arriver à ça. Et la seule manière de faire, c'est rapprocher les gens de la science, rapprocher les gens des données, rapprocher les gens du réel, et il se trouve que les politiques que nous avons en face de nous aujourd'hui sont absents de connaissances scientifiques et sont en déni de réalité. Et donc c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Le problème, il remonte même à plus longtemps, parce que dans ce numéro, notamment, à un moment donné, on parle du mal français, c'est-à-dire le fameux livre écrit par Alain Perfit, qui faisait un constat au début des années 70 sur justement la situation de la société française, de la politique française et de l'économie française, qui faisait déjà un constat assez alarmant. Et quand on regarde, on va dire 50 ans plus tard, les choses ne se sont pas améliorées. Mais en fait, on parlait de stratégie en matière de transition énergétique, donc de stratégie pour se passer peu à peu des énergies fossiles, se passer de manière raisonnable sans affecter, on va dire, la qualité de vie des gens et les perspectives matérielles, notamment des populations. On n'a pas de stratégie depuis les années 70. La dernière stratégie qu'on a développée en France, c'était, et vous étiez dans mes souvenirs haut fonctionnaire à ce moment-là, c'était on a choisi le plan nucléaire par rapport à un plan hydrogène qui était à ce moment-là dans les cartons. Et finalement, donc, on a décidé pour augmenter notre indépendance énergétique, de construire une succession de centrales nucléaires. On a fini ça au début des années 80, et depuis, il n'y a plus aucune stratégie énergétique. Donc le problème, c'est que, en fait, on est incapable de se dessiner une nouvelle stratégie énergétique, mais on n'en a plus depuis 40 ans. Bon. Donc il n'y a rien de nouveau, finalement. Il n'y a rien de nouveau, mais simplement, nous avons en face de nous un peuple à qui on n'a rien dit de ce qui s'est passé, et nous avons en face de nous des hommes et des femmes politiques qui sont complètement incompétents sur ce sujet. Donc c'est à la fois de leur faute et de la nôtre. C'est-à-dire que nous n'avons pas, les corps d'ingénieurs constitués dont je suis un représentant, nous n'avons pas permis à ces gens-là, contrairement au général de Gaulle et à Georges Pompidou, de comprendre ce que nous faisions. Ils ne comprennent pas. C'est une question qui s'adresse à tous les deux. Comment se fait-il que, on va dire, le corps des ingénieurs, des sachants ou des scientifiques, de ceux qui connaissent finalement, n'existe plus auprès des politiques, ou n'arrive plus auprès des décideurs, ou n'arrive plus à leur expliquer les problématiques, ou à leur faire accepter de s'inscrire dans ces logiques-là. Bertrand, moi, je pense pas vous donne la parole, vous êtes concerné au premier chef. Je pense pas qu'ils aient plus accès, je pense que... On les écoute plus, ils ont plus de poids. Si, mais je pense que... Non, c'est que le profil a changé, je pense. Je pense qu'il y a l'idéologie écologie,
la vision de l'écologie, que j'appelle moi systémique, puisque l'écologie a une vision systémique du monde, où elle pense qu'il y a un système qui est en équilibre, et donc il ne faut pas perturber cet équilibre, etc. Et quand on est rentré... On peut même dire qu'elle est totalisante, c'est-à-dire Voilà, qu'elle inscrit l'ensemble des problématiques dans cette problématique-là de préserver la planète. Exactement. Tout est vu à l'aune de cette problématique-là. Voilà, et lié à ça, cette notion de crise écologique. Et donc tout le monde pense qu'on est rentré dans une crise écologique. Et comment on répond à une crise? En déclarant un état d'urgence. Et donc on est un peu dans cette... c'est ça l'écologie, c'est faire des politiques de salut public parce qu'on a identifié une crise. Et c'est à mon avis ça dont est imprégné maintenant le monde, j'allais dire, universitaire, même des ingénieurs. Beaucoup de gens sont imprégnés de cette pour moi, idéologie, parce que je pense que c'est pas justifié, qu'il y a vraiment cette hypothèse écologique. Ceci expliquerait le fait que les ingénieurs, on les écoute plus, on les entend plus. En tout cas, on écoute, ils sont pour moi imprégnés de cette... C'est pas partout, mais je pense que ça a gagné du terrain. Notamment, je reviens à mon histoire de ministère de l'écologie. Le ministère de l'écologie a fait venir d'autres types de personnes et a dégagé, je dirais, les ingénieurs historiques aussi. Et donc, on n'a plus les mêmes filières de formation, etc. C'est quand même... tout ça est lié, à mon avis. Alors, quelle est la faute des ingénieurs dans ce de ne pas avoir suffisamment imprégné les secteurs éducatifs et les secteurs politiques. C'est-à-dire que nous sommes laissés marginalisés par l'écologie et la finance. C'est-à-dire que la plupart des ingénieurs... Vous êtes victime dans une certaine mesure de la désindustrialisation ou du fait que l'industrie a plus été considérée comme étant une activité d'avenir et noble. Et de fil en aiguille, on a considéré que l'industrie c'était sale, c'était capitaliste, c'était des méchants, c'était des gens qui n'arrêtaient pas de courir après les subventions, etc. C'est-à-dire que l'ensemble de la société a considéré que l'industrie était méchante. Et ceci a imprégné toute une jeunesse d'aujourd'hui qui a le sentiment qu'il y a un problème. Et moi, qui ai été dans le pétrole quand même quelques années et dans la chimie, eh bien, les enfants de mes collaborateurs ont peur de dire ce que fait leur père à l'école. C'est-à-dire qu'ils ont peur de dire mon père est ingénieur dans le pétrole. Dans la chimie. Ou dans la chimie. La chimie, alors tu manges chimique, alors c'est terrible, la chimie. Le chimie est devenu un gros mot, comme le nucléaire. On a associé une activité absolument indispensable pour l'avenir du pays à quelque chose qui était on est dans le manichéisme, il y a le bien et le mal. Ça va même au-delà de ça, parce que c'est pas seulement la chimie qui est accusée, en fait. C'est, j'allais dire, l'activité humaine en général. Moi, j'ai dans ma famille, des petits qui sont à l'école, et on leur dit, en gros, que dans 50 ans, il y aura plus d'hommes sur la Terre. Enfin, c'est pour vous dire comment, en fait, le discours écologique catastrophiste a imprégné absolument partout. On dirait millénariste si on avait une vision. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est cette folie de croire qu'on est rentré dans une crise écologique et qu'il faut déclarer un état d'urgence qui nous fait faire un peu n'importe quoi. Je pense que c'est ça. Je voudrais juste je dis pas qu'il n'y a pas de problème, qu'il ne peut pas y avoir des problèmes de ressources dans les années qui viennent. Je pense que ce sont des vrais sujets. Mais justement, ce sont des sujets, ce ne sont pas des questions de vie ou de mort. Il faut se calmer un peu. C'est exactement la logique dans laquelle on est. Et je voudrais, pour terminer sur un aspect, si c'est possible, un tout petit peu plus positif. C'est-à-dire que finalement, l'industrie, les ingénieurs, on y fait un peu plus attention aujourd'hui, en tout cas dans les discours. On espère. Et finalement, ce que vous expliquez Bertrand, c'est-à-dire le fait que on se heurte quand même à un mur de réalité, et qu'il a des conséquences sociales et politiques non négligeables. Quelque part, on peut quand même considérer que les Gilets jaunes, c'est un peu une révolte aussi, en tout cas en partie contre cette idéologie. Et maintenant, tout le monde a bien conscience que c'est très compliqué d'imposer des contraintes qui vont peser sur les populations sans en payer les conséquences à un moment donné. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut arriver maintenant, en tout cas on va peut-être arriver à finalement aborder les choses de manière un peu plus réaliste, un peu plus sérieuse, que la volonté de remettre un peu l'industrie au premier plan, parce qu'on s'est rendu compte que la richesse d'un pays, la richesse des territoires, elle dépendait notamment du fait qu'il y a des usines qui sont implantées un peu partout, qu'il y a des bons, on va dire des bons emplois et des bons salaires, et que quand on perd ça, on détruit le tissu social d'un pays. Et puis par ailleurs, se rendre compte aussi que
les stratégies telles qu'on les mène aujourd'hui mènent à un appauvrissement. En fait, Oui, du pays. mais- Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que vous y croyez? oui, Est-ce qu'on va y bien sûr. arriver? Parce que Bien sûr, la vocation de transition énergie est d'avancer dans ce sens-là. Je suis profondément optimiste, mais il faut, pendant ce temps-là, ne pas se tromper. Or, déjà, lorsqu'on fait un plan de relance et qu'on le fait de façon complètement stupide, on se trompe. C'est-à-dire que, et il n'y a pas suffisamment de voix aujourd'hui pour dire attention, ce n'est pas le saupoudrage qui va nous sauver. Ce n'est pas le saupoudrage dans un an en plus. On a le sentiment, on vend au peuple, on va relancer l'économie grâce à 100 milliards. Et quand vous regardez bien, ces 100 milliards, vous commencerez à les percevoir peut-être au mois de juin 2021. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que c'est les mois qui viennent? Alors les mois qui viennent, comme le dit notre ami, ben c'est des mois où on va confiner à 19h, où on va confiner, là, pour sauver notre santé. Quelle santé? On n'a plus de santé, puisqu'on n'a plus d'industrie et on n'a plus d'argent. Donc, non, c'est effectivement le fait de ne pas être toujours dans l'idéalité, ne pas avoir de stratégie, ne pas avoir d'objectif, est mortifère. Mais il n'en reste pas moins qu'il est important de lutter, qu'il est important de lutter, et que c'est si jamais j'ai accepté d'être avec vous dans Transition et Énergie avec quelques articles, c'est parce que je pense qu'il est temps d'expliquer et qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir envie d'avoir des explications. Parce que ce qu'on leur donne aujourd'hui, c'est la bouillie pour les chats. Donc j'espère que ça va marcher. J'espère que votre vue va marcher et que l'explication va permettre d'avancer. C'est ce qu'on est en train de faire. Et Bertrand, vous avez aussi un peu cette fibre relativement optimiste, puisque c'est pour ça qu'on fait ça. Oui. Sur notre capacité finalement à peser un peu sur le débat, sur la vision des choses, modestement, mais quand même à le faire. J'allais dire, j'arrive pas à ni être optimiste ni pessimiste. Je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je sais simplement qu'aujourd'hui, effectivement, on est un peu pollué par des sujets périphériques. Oui, c'est ça. Et donc, oui, je suis un peu inquiet de le fait qu'on mélange tout. Moi, je souhaite qu'on revienne à des choses plus rationnelles et qu'on devienne un peu plus lucide sur beaucoup de questions. En tout cas, c'est la vocation et la raison pour laquelle Transition et Énergie existe. Je vous remercie de nous avoir suivis. Venez regarder ce que nous publions sur transitionenergie.com. Achetez ce numéro, abonnez-vous. Merci.